Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la géopolitique d'Israël. Alors bien évidemment, les événements en cours depuis l'attaque du 7 octobre 2023 ont une incidence sur les relations d'Israël avec ses voisins. Donc pour comprendre tout ça, on va refaire un petit point historique, évoquer le statut de ces relations avant le 7 octobre et voir quels impacts peut avoir le conflit en cours aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous parler une minute du sponsor de cette vidéo, Emma. Emma, c'est une entreprise experte du sommeil qui propose des produits, et notamment des matelas, pour offrir le meilleur sommeil possible. Vous avez à dispo une large gamme de produits selon les besoins dans toutes les tailles habituelles. Les matelas Emma possèdent une mousse à mémoire de forme et sont dotés d'une couche Ergocell. C'est une couche en fait qui va favoriser la circulation de l'air dans le matelas et donc vous garder au frais plus longtemps. Pour ma part, j'ai commandé le matelas hybride V2, il a été élu meilleur matelas testé en France en 2023, donc j'ai hâte de l'essayer. Sachez qu'Emma propose aussi des sommiers, des oreillers, couettes, linge de lit, etc. pour vous faire un lit complet, évidemment. Et en plus de ça, les produits sont garantis 10 ans, vous avez aussi 100 nuits d'essai, et la livraison et le retour sont gratuits. Alors c'est vrai qu'acheter un matelas, c'est une somme, on hésite souvent, et c'est dommage parce qu'on y passe finalement environ un tiers de notre temps, donc c'est super important. Mais avec toutes ces garanties, finalement, vous prenez beaucoup moins de risques avec Emma, donc c'est plutôt appréciable. Et en plus, en ce moment, c'est la Sleep Week, vous avez jusqu'à moins 50% sur le site Emma du 5 au 18 mars, et encore 10% en moins avec le code promo qui s'affiche en bas de votre écran. Ou alors vous pouvez directement cliquer sur le lien en description. L'État d'Israël est fondé en 1948. On va prendre cette date comme début de notre rappel historique. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant, il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui en donne le détail. En 1948, des affrontements ont lieu déjà depuis longtemps entre milices ou groupes paramilitaires juifs et arabes. La tension est donc à son comble, et quand l'État d'Israël est proclamé par David Ben Gourion le 14 mai 1948, dès le lendemain, la guerre est déclarée et les armées des pays arabes voisins entrent en Palestine. Cette coalition arabe comprend l'Égypte, la Transjordanie, l'Irak, la Syrie, le Liban, l'Arabie saoudite et le Yémen du Nord. Israël résiste, remporte la guerre d'un point de vue militaire, et à la fin du conflit, l'État hébreu finit par contrôler davantage de territoires que ce qui était prévu lors du plan de partage de la Palestine de l'ONU en 1947. Vous voyez les gains sur la carte. La Transjordanie, quant à elle, prendra le contrôle de la Cisjordanie et l'Égypte de la bande de Gaza. 10 ans plus tard, en 1956-57, a lieu la crise du canal de Suez. Israël, avec le soutien de la France et du Royaume-Uni, lance une offensive dans le Sinaï. Pour Israël, c'est un moyen de mettre la main ou de détruire du matériel militaire égyptien nouvellement acquis et qui menace sa sécurité. Et pour les Français et les Britanniques, c'est en réponse à la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Nasser. Mais quoi qu'il en soit, l'opération est une réussite sur le plan militaire, mais Israël doit ensuite rapidement évacuer la région, lâchée par ses alliés français et britanniques. Encore 10 ans plus tard, a lieu la guerre des 6 jours, considérée comme une guerre préventive par Israël. Du 5 au 6 juin 1967, il s'empare du plateau du Golan, du Sinaï et de Gaza, et de la Cisjordanie. Dans ce conflit, Israël fait face à l'Égypte, à la Syrie, à la Jordanie, à l'Irak et au Liban. Et enfin, en 1973, Israël subit une attaque de l'Égypte et de la Syrie, aidé de contingents d'autres pays arabes lors de la guerre du Kippour. Moins préparé qu'auparavant, Israël résiste, mais avec plus de mal. Alors si j'ai listé rapidement ces quelques conflits majeurs qui ont rythmé les 25 années consécutives à l'officialisation de l'État d'Israël, c'est pour montrer que l'État hébreu est à ce moment-là véritablement encerclé d'ennemis. Et c'est un sentiment encore partagé par nombre d'Israéliens aujourd'hui. Pourtant, la situation change largement par la suite. À partir de la fin des années 70, Israël va surtout être actif dans le sud du Liban pour lutter contre l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et le sud du Liban sera d'ailleurs illégalement occupé par Israël jusqu'en 2000. Mais on le voit, globalement, Israël ne fait plus la guerre contre des coalitions d'États arabes voisins. D'ailleurs, elle normalise ses relations avec l'Égypte en 1979, puis avec la Jordanie en 1994 via des traités de paix. En revanche, alors qu'elle entretenait de bonnes relations avec l'Iran sous le régime du Shah, la nouvelle République islamique d'Iran, mise en place suite à la révolution de 1978, lui est totalement hostile. Elle doit donc compter un nouvel adversaire dans la région. On notera aussi que pendant toute cette période, Israël entretient de bonnes relations avec la Turquie, qui choisit de rester plutôt neutre dans les conflits israélo-arabes. De 1987 à 1993, puis de 2000 à 2005, ont également lieu les premières et secondes intifadas, considérées par les Palestiniens comme révoltes populaires palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie face à l'occupation israélienne, et comme campagne terroriste par les Israéliens. Également, la chute de Saddam Hussein en Irak en 2003 et la présence américaine qui suivra retirent de la course un État auparavant hostile vis-à-vis d'Israël.
Israël affronte aussi au Liban en 2006 le Hezbollah, groupe paramilitaire lié à l'Iran, et le Hamas palestinien en 2008-2009 et entre 2012 et 2014. Des guerres qui feront beaucoup de morts civils palestiniens. Donc on voit que la situation s'améliore pour Israël, les menaces issues de pays arabes tendent à s'estomper, tandis qu'il fait toujours face à des groupes armés ou à des soulèvements de population en Palestine, et à un Iran très hostile mais qui n'a pas les capacités de menacer l'existence d'Israël. On passe donc d'un risque de menace existentielle à des risques sécuritaires bien réels mais plus mineurs. Puis en 2011 a lieu la révolution syrienne qui va se transformer en guerre civile où d'innombrables groupes armés d'allégeances diverses vont s'affronter. Les relations entre la Syrie et Israël sont toujours tendues depuis plus de 50 ans. On rappelle qu'Israël occupe le plateau du Golan depuis la guerre des 6 jours de 1967. Globalement, le plateau du Golan n'est pas reconnu comme faisant partie d'Israël par la communauté internationale, mais comme territoire syrien occupé. Ce plateau est stratégique pour les Israéliens, notamment pour la sécurisation de ses ressources en eau, puisqu'il constitue une grande partie du bassin versant du lac de Tibériade grâce à une importante pluviométrie comparée au reste de la région. Alors la Syrie étant soutenue par l'Iran, ce dernier va être en mesure de pénétrer le territoire syrien pour affronter ses adversaires sur place, mais aussi pour pouvoir menacer Israël à sa frontière syrienne, via des éléments iraniens, des milices pro-iraniennes et le Hezbollah qu'il arme et finance. C'est en fait la principale menace directe pour Israël à ce jour. Alors maintenant qu'on a identifié cette menace iranienne, il faut prendre un peu de recul. L'Iran étant en compétition avec de nombreux pays arabes de la région, cela pousse mécaniquement ces pays arabes et Israël vers une coopération. On l'a dit, Israël a déjà depuis longtemps normalisé ses relations avec l'Égypte et la Jordanie, mais elle l'a également fait avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc en 2020, en signant les accords d'Abraham sous l'égide des États-Unis. Et un rapprochement est en cours avec l'Arabie saoudite, mis en pause du fait de la guerre de Gaza. Alors avec le Maroc, Israël est allé encore plus loin en signant en plus des accords d'Abraham un accord sécuritaire en 2021. Il comprend une coopération en termes de renseignement, du transfert de technologies, de la vente d'armement, des exercices militaires conjoints et une coopération dans le secteur de l'industrie de défense et du cyber. En parallèle, Israël tente des rapprochements également avec la Tunisie, cela dans le but de renforcer sa position au Maghreb face à l'Algérie, pays lui étant encore aujourd'hui hostile. Avec l'Arabie saoudite, des négociations sont en cours avec la médiation des États-Unis. Le deal serait que les États-Unis offrent davantage de garanties de sécurité à l'Arabie saoudite. On parle aussi de fourniture de matériel militaire sophistiqué ainsi que du transfert de technologies nucléaires, en échange, entre autres, de la normalisation des relations avec Israël. En fait, depuis l'administration Obama, les États-Unis se désengagent du Moyen-Orient et ses relations avec l'Arabie saoudite sont moins exclusives qu'auparavant. On se rappelle par exemple de la médiation chinoise pour un apaisement des tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran en 2023. Les États-Unis cherchent donc à garder l'Arabie saoudite dans leur giron et dans une opposition ferme face à l'Iran. Quant à l'Égypte, même si elle a déjà fait la paix avec Israël en 1979, il faut noter que les relations entre les deux États n'ont jamais été aussi bonnes. Il faut se rappeler que le président et ex-général égyptien Al-Sisi est arrivé au pouvoir via un coup d'État ayant renversé Mohamed Morsi en 2013. Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans, que Sisi combat fermement aujourd'hui, et Frères musulmans dont le Hamas se considère comme étant une branche armée en Palestine. Bref, on voit vite les intérêts sécuritaires communs. Alors par ces normalisations, Israël cherche à sécuriser sa position au Moyen-Orient en intégrant une sorte d'axe opposé à l'Iran et ses proxys qui menacent la sécurité à la fois d'Israël et des États arabes cités, mais de manière différente. Car il faut préciser que l'Iran tente de s'imposer en tant que représentant de la résistance et révolte islamique populaire au Moyen-Orient. C'est la révolution de 1978 contre le Shah d'Iran. Les groupes paramilitaires ou rebelles tels que le Hezbollah au Liban et en Syrie, le Hamas en Palestine ou même les Houthis au Yémen sont tous considérés comme des groupes de résistance face à Israël, mais également face au pouvoir autocratique du Golfe. Une monarchie absolue en Arabie saoudite avec la dynastie des Al Saoud, des monarchies constitutionnelles à Bahreïn, aux Émirats et au Maroc, un pouvoir autocratique en Égypte avec le président Al-Sisi, ou encore une dictature militaire au Soudan. Tout cela ne veulent pas perdre leur pouvoir. L'idéologie islamique révolutionnaire iranienne est donc pour eux une menace. Concernant l'Iran, il faut enfin préciser que le pays est très proche de détenir le feu nucléaire. Alors Israël en a également les capacités, mais ce serait une menace de plus à agiter du côté iranien, et pour le coup, une nouvelle menace existentielle. On notera également l'évolution des relations entre la Turquie et Israël. Alors un des objectifs de la Turquie est d'augmenter son poids au Moyen-Orient, et pour cela elle utilise la cause palestinienne, chère au cœur des populations musulmanes de la région, pour augmenter son prestige.
Les réactions turques sont donc très tranchées et interpellent Israël lors des événements violents qui peuvent survenir dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Il s'ensuit logiquement une dégradation des relations entre les deux États, et par ailleurs le président Erdogan, en poste depuis 2014, est proche de la mouvance des frères musulmans, soutien du Hamas. Et Erdogan lui-même a dit soutenir le Hamas en le considérant comme un mouvement de résistance et non comme terroriste, comme c'est le cas pour Israël. Mais on notera que ces dernières années, la Turquie est en proie à une grave crise économique, et Erdogan semble donc se rapprocher des États arabes de la région qui proposent des investissements en Turquie. Et puis en 2022, le président israélien Isaac Herzog fait une visite d'État en Turquie. Les relations semblaient donc un peu s'apaiser à ce moment-là, mais on le voit pour des raisons essentiellement économiques. Enfin, il est évidemment indispensable d'évoquer les relations d'Israël avec les États-Unis. Le soutien presque inconditionnel des États-Unis envers Israël a plusieurs raisons. Ça a d'abord été un moyen de contrer l'influence de l'URSS au Moyen-Orient pendant la guerre froide. Alors il faut quand même noter que durant les premières années de l'État hébreu, les positions de l'URSS et des États-Unis semblaient converger sur la question israélienne. Par exemple, durant la crise du canal de Suez, les deux puissances se sont opposées à l'opération israélo-franco-britannique. Mais par la suite, Israël s'est vraiment rangé dans le camp américain. Autre exemple, pendant la guerre des 6 jours, l'URSS est alliée de l'Égypte et de la Syrie, et bien que l'URSS et les États-Unis imposent des cessez-le-feu à tous les belligérants, donc convergent encore sur ce sujet, il n'empêche qu'ils ne soutiennent pas les mêmes camps dans ce conflit. Israël lutte à ce moment-là contre des alliés de l'URSS, ce qui renforce le soutien américain dans une logique de guerre froide. Par la suite, les États-Unis vont avoir un intérêt géopolitique au soutien d'Israël, qui leur permet d'avoir un pied au Moyen-Orient. Et cela permet aussi de sécuriser des ressources énergétiques importées de la région, de tempérer, on l'a dit, l'influence soviétique, mais également iranienne, ou encore de lutter contre le terrorisme. Et par ailleurs, le soutien militaire américain à Israël a permis de développer une puissante armée de l'air israélienne. Et les États-Unis utilisent également cette aviation israélienne comme point d'appui important dans la région. Alors évidemment, il y a également des raisons idéologiques à ce soutien. La thèse souvent évoquée est le poids qu'aurait le lobby pro-israélien aux États-Unis et par raccourci le lobby juif. Et même s'il est vrai que le lien entre la communauté juive américaine et Israël est fort, un quart des juifs américains est déjà allé ou a vécu en Israël en 2021, et 6 juifs américains sur 10 ont déclaré être très ou assez attachés émotionnellement à Israël. Mais sur le plan religieux, aujourd'hui le soutien à Israël se trouve plutôt parmi les chrétiens évangélistes américains, à tendance trumpiste. L'existence même d'Israël aurait une justification biblique. Tandis que la communauté juive est bien plus critique à l'égard de la politique menée par Netanyahou, certains appelant même à une mise sous condition des aides à Israël, débat ayant eu lieu durant la campagne présidentielle de 2020. En fait, pour schématiser, on peut dire que la communauté juive américaine se situe politiquement plutôt sur une aile gauche démocrate, alors qu'en Israël, le gouvernement de Netanyahou se situe très à droite, voire à l'extrême droite. Alors tout ça n'est évidemment pas vrai partout et tout le temps, on parle ici de tendance. On peut noter également une disparité selon l'âge. 67% des Américains de plus de 65 ans et 60% des 50-64 ans ont une opinion positive d'Israël, mais seulement 41% des 18-29 ans. Le soutien inconditionnel toujours apporté à Israël aujourd'hui s'explique donc en partie aussi par le fait que les dirigeants américains font partie de cette ancienne génération qui soutient traditionnellement Israël. C'est le cas du président Biden, mais aussi du Sénat où la moyenne d'âge est de 67 ans. Alors, évidemment, les événements récents ont un impact sur les relations qu'entretient Israël avec ses voisins. Pour rappel, le 7 octobre 2023, des éléments affiliés au Hamas et à d'autres groupes opérant dans la bande de Gaza infiltrent Israël pour tuer et capturer des citoyens israéliens sans faire de distinction entre civils et militaires. En réaction, Israël riposte essentiellement en bombardant la bande de Gaza pendant des mois sans interruption. Au moment où je réalise cette vidéo, il y aurait déjà plus de 30 000 victimes, majoritairement des civils. Alors ces chiffres viennent du Hamas, mais l'ordre de grandeur semble pertinent au vu des bombardements effectués en zone urbaine. Alors ce que ça change en termes géopolitiques, c'est que cette campagne de bombardement de civils freine le rapprochement entre Israël et les États arabes voisins, ce désaccord d'Abraham et l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite notamment. En effet, malgré les rapprochements opérés ces dernières années, les opinions publiques de ces États n'en restent pas moins concernées par la question palestinienne. En fait, c'est un sujet qui a semblé être un peu oublié ces dernières années. Durant la décennie 2010, on a plutôt parlé du Moyen et Proche-Orient, du fait de la guerre civile syrienne, de l'État islamique, de la confrontation Arabie saoudite-Iran. Mais finalement, le conflit israélo-palestinien a été un peu passé sous silence, du moins dans les dynamiques géopolitiques régionales.
Mais à la fin, quand des dizaines de milliers de civils sont tués sans discernement, eh bien les opinions publiques, ça compte, même pour des régimes autoritaires. Les États arabes ayant opéré ces rapprochements avec Israël doivent donc en tenir compte. Ils sont un peu tiraillés entre une réelle politique certes très cynique, n'ayant que peu d'intérêt pour la cause palestinienne, et suivre leurs opinions publiques. Alors on a pu voir ici et là que l'attaque du 7 octobre aurait été orchestrée en partie par l'Iran, en espérant justement ce type de réaction de l'État hébreu. Et en fait, que ce soit vrai ou pas, les conséquences vont dans le sens de l'agenda iranien, qui ne souhaite pas voir ses adversaires s'allier. Ensuite, du côté israélien, on pourrait se demander pourquoi de telles méthodes sont employées. Les États qui sont habituellement des soutiens commencent sérieusement à critiquer le régime et les bombardements. Israël risque d'être accusé de crimes de guerre, et on l'a vu, cela freine la coopération avec les États arabes. Le problème, c'est qu'il semble que Benjamin Netanyahou ne souhaite pas en réalité régler la question palestinienne autrement, éventuellement, que par l'émigration des Palestiniens de Palestine. Le fait que la question palestinienne était un peu oubliée des négociations ces dernières années lui allait très bien. Malheureusement pour lui, cette guerre remet ce sujet sur le devant de la table et il espérait pouvoir régler le problème en prenant rapidement le contrôle de Gaza et donc en oblitérant le Hamas. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer, la guerre se prolonge et les opinions publiques s'échauffent. Il reste à savoir combien de temps encore la guerre va durer, pour combien de morts civiles, et une fois que la situation s'apaisera, si les États arabes, et particulièrement l'Arabie saoudite, vont parvenir à reprendre des négociations normales avec Israël, et s'ils intégreront en plus des exigences fortes à propos de la résolution du conflit israélo-palestinien ou pas. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la question palestinienne est structurante pour les géopolitiques régionales, notamment du fait des opinions publiques arabes. Israël pensait pouvoir faire évoluer sa diplomatie en l'ignorant, ce fut une erreur. Les événements du 7 octobre, puis la guerre de Gaza ne sont pas un tournant, mais un jalon de plus dans un conflit vieux de plus d'un siècle si on prend en compte les événements survenus avant la création de l'État d'Israël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez m'aider à la mettre en avant, comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce en l'air ou même un commentaire pour aider l'algo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir. Encore un grand merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee. Et si vous voulez les rejoindre, il y a tous les liens qu'il faut en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!